Tout cela, ça s'inscrit dans, des contextes qui sont multiples à prendre en compte, et aussi divers que variés. Les premiers d'entre eux, sont les complexités organisationnelles puisque l'on se retrouve avec des entités légales, différentes, hein, qui ont chacune leur propre spécificité à tenir, en compte. Les périmètres géographiques évidemment qui peuvent, s'opérer, hein, qui peuvent être différents d'un établissement à l'autre dans une même organisation, mais encore plus avec des contraintes géographiques, d'une région, d'un pays à l'autre également. Et puis, intrinsèquement, les structures organisationnelles, de ces sites, chacune possédant sa structure hiérarchique de droit, à intégrer. Et dans tout cela, le nerf, de la guerre, si je puis dire, ça reste l'applicatif. Ça reste ce que l'on positionne au premier plan. Donc l'hétérogénéité en particulier du parc applicatif que vous avez au quotidien à gérer, eh bien, ces applications, peuvent avoir à gérer les droits en dehors de leur scope, en passant par des API, en passant par, des fichiers plats, pourquoi pas, ou, des bases de données internes. Elles peuvent déléguer aussi leurs droits à des annuaires spécifiques ou carrément à un Active Directory. Donc, basiquement, on va, avoir les droits qui vont s'affecter à des personnes en fonction de l'appartenance à certains groupes. Donc, ça apporte un peu plus de complexité aussi, ça amène un tiers en fait à cette application. Et puis le cas extrême, hein, ce sont les applications qui, n'ont que l'interface utilisateur pour gérer leurs droits, voire même pour changer un mot de passe. Donc compliqué, de les intégrer, mais pas impossible, hein, on pourra en parler, puisque, un outil d'IAM fournit justement ces outils. Les enjeux, en matière de gestion d'identité, l'IAM, hein, va permettre pardon, de répondre à différents enjeux, donc dans une organisation. C'est les 3 enjeux que l'on va voir, ce matin. J'en ferai une démonstration, également, en live, sur la plateforme, que l'on propose chez Systentia. La 1re brique, c'est la gestion des mouvements. Donc tout ce qui va concerner les arrivées, les départs, les mouvements de personnes au sein d'une organisation. Le 2e grand volet, c'est la gestion de ce qu'on pourrait appeler les monocomptes métiers, pour autant avec des personnes qui ont des habilitations différentes. On le verra, hein, basiquement, une personne peut avoir des droits administrateurs sur un système et des droits utilisateurs sur un système. C'est bien d'utiliser les bons droits au bon moment. Pour autant, c'est la même personne, hein, qui va utiliser ces droits. Et puis l'obligation réglementaire d'avoir des comptes distincts, parce que, je prends l'exemple du silotage AD que peut-être vous connaissez, impose, parfois, d'avoir, des comptes spécifiques pour accéder à des machines spécifiques. Ces machines peuvent être multiples, il faut à chaque fois un compte différent, ça devient compliqué à gérer, encore plus si on n'a pas un outil d'IAM, à disposition. Et justement, le leitmotiv, de l'IAM, c'est celui-ci, hein, c'est de donner à la bonne personne le bon accès à la bonne ressource et au bon moment selon le bon contexte, ni plus ni moins. En fait, que ce qui est nécessaire pour travailler et pour effectuer ses tâches, au quotidien. Donc pour cela, les besoins, sont les suivants, hein. On a besoin en premier lieu d'un référentiel unique de droit. Sinon, c'est très compliqué puisque, on l'a dit, hein, des applicatifs vont avoir leur propre modèle de droit, d'autres vont s'appuyer sur des référentiels, de type annuaire, d'autres en auront pas. Donc si on veut centraliser tout ça, effectivement un méta-annuaire ou un référentiel unique de droit, c'est déjà une première brique importante. Alimenter ce référentiel, ça devient aussi un enjeu puisque, les personnes ainsi que les, attributs de ces personnes peuvent être, répartis sur plusieurs référentiels amont, on verra cette notion-là, hein, mais c'est,
comment je donne une autorité à mes données, ce qu'on appelle des sources autoritaires. Hem, donc le bon droit, la bonne personne, le bon attribut, le bon code métier, qui est autoritaire sur cette donnée-là? Ce sont, les SIRH en particulier, qui vont provisionner, l'outil d'IAM, l'outil d'IAM va exprimer des règles d'habilitation, de manière large, filtrées sur ces attributs pour intégrer les bons droits aux bonnes personnes. Après, on peut spécifier, des modèles de droit plus intéressants, qui vont un peu plus loin, que juste, attribuer un droit en fonction d'une caractéristique d'une personne. On le verra tout à l'heure également aussi, puisqu'on peut ajouter une notion d'organisation pour justement gérer, la notion de contexte géographique, de spécificité sur un site distant et cetera. Et puis, l'autre besoin, on l'a dit, c'est gérer simplement les arrivées de personnes, les mutations, les mouvements de personnes qui peuvent être problématiques, hein. Basiquement, une personne se connecte chez vous, puis, une fois qu'elle a fini son contrat, potentiellement part avec des comptes à privilèges si on n'a pas géré cela correctement, si on n'a pas désactivé ses comptes à la fin de son intervention. Est-ce que c'est pas mieux de le faire automatiquement si on connaît l'exhaustivité des droits d'une personne, de façon d'être sûr de ne rien laisser, ouvert, ou en tout cas actif, à l'issue d'une intervention? Tout cela, en le faisant avec des interfaces qui sont différenciées, qui sont spécifiques en fonction des personnes. Hein, encore une fois, si on veut donner le bon droit à la bonne personne, il faut aussi que, cette personne ait la bonne interface également qui lui est propre, pour justement l'appréhender. Et un autre besoin, qui se fait sentir, c'est, de disposer d'une vue théorique, d'une vue de droit théorique puisque, c'est bien aussi de pouvoir simuler un ensemble d'actions qui vont être réalisées sur un système d'exploitation un système d'information pardon, avant de les affecter. De pouvoir voir aussi la différence entre, les droits théoriques et les droits effectifs. On appelle ça aussi la remontée de statut. Être sûr que le droit est bien provisionné, avoir un retour visuel dans une interface, pour être sûr que effectivement la personne a le bon droit, ne l'a plus, a été bloquée et cetera. Voilà, donc c'est des besoins qui sont couverts par une solution d'IAM, effectivement. Donc le premier cas d'usage, qui concerne l'IAM, hein, la première brique dont je parlais tout à l'heure, cette fameuse, mobilité, la gestion des arrivées, des départs, et des mouvements de personnes. Donc plusieurs cas d'usage justement, autour de cela, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, c'est le quotidien, potentiellement que vous avez, mais également l'arrivée de nouveaux prestataires externes qui interviennent de manière ponctuelle, régulièrement, mais de façon voilà, ponctuelle, hein, juste, quelques fois, les fois où ils ne sont pas là, est-ce qu'il faut lui laisser ses droits actifs ou non? On peut effectivement se poser la question. Le collaborateur qui change de service, hein, est-ce que c'est normal qu'il conserve ses droits précédents? Si oui, pendant combien de temps? Est-ce qu'on peut automatiser ce changement de service avec des droits qui suivent en fait le collaborateur en fonction, de son évolution? Jusqu'à la fin, hein, c'est-à-dire le collaborateur quitte l'organisation parce qu'il a fini sa mission, parce qu'il change de métier, parce qu'il a fini son intervention dans le cas d'un prestataire. Encore une fois, pour l'efficacité opérationnelle en premier lieu, heu, essayer de limiter au maximum les traitements manuels qui sont chronophages, hein, notamment pour la prise de poste. En clair, une nouvelle personne qui doit arriver dans une organisation, c'est plutôt intéressant d'avoir l'ensemble des droits qui sont créés en amont et nécessaires et suffisants, et activé exactement au moment où la personne arrive et de la même façon, supprimer ou désactiver exactement où la personne n'en a plus besoin, pour limiter ces tâches manuelles et également le risque d'erreur, hein, lié aux tâches manuelles. Et puis bien sûr, dans un contexte cyber aujourd'hui, fort, les comptes dormants, les comptes orphelins sont, des appels du pied, hein, aux personnes malveillantes qui pourraient s'en servir pour justement, réaliser, des attaques ou autres, opérations malveillantes. Et puis n'oublions pas, l'impact financier,
de tout ça, puisque, laisser des comptes actifs, c'est aussi potentiellement, des licences qui sont consommées, sur des applicatifs pour rien, ou en tout cas pas, lorsque c'est nécessaire. De la même façon, si on crée un compte trop tôt, ça va être aussi, une licence qui va être créée et utilisée, consommée trop tôt. Hem, donc voilà, l'outil d'IAM doit permettre, de réduire ces risques, voire de les supprimer, dans le cadre des, mutations et mouvements de collaborateurs. Donc pourquoi déployer Cyber Element Identity? Eh bien justement, puisque l'on intègre cette gestion des processus d'onboarding, d'offboarding, pour déprovisionner, provisionner automatiquement des comptes, des droits, dans des référentiels cibles. On articule tout ça grâce à des workflows, hein, qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de processus. Ça va aller jusqu'à la création de comptes en passant par des connecteurs que l'on configure, jusqu'à l'envoi de rapports, d'envoi d'emails automatiques et cetera. De validation aussi, hein, d'une personne, habilitée, et de calcul automatique des bonnes habilitations nécessaires. Une petite parenthèse, hein, entre la notion habilitation et la notion droit, une habilitation, c'est un droit théorique qui n'a pas encore d'effet dans un référentiel cible. À l'inverse d'un droit, hein, dans un produit d'IAM, en général, un droit, c'est déjà un droit effectif. Hem, le biseau, le tuilage, hein, c'est des termes que l'on rencontre, dans la littérature. C'est cette fameuse période de rétention d'habilitation en cas de mouvement de personne qui est possible d'être géré, dans un outil, d'IAM comme Identity, qui va permettre justement de conserver des droits pendant un certain temps lorsqu'une personne change de métier. Tout cela est paramétrable évidemment. Donc l'idée, hein, c'est de centraliser, automatiser cette création de gestion de droits, de personnes avec, des types de personnes qui vont être recréées. Donc vous allez spécifier, créer vous-même vos types de personnes, les employés, les aides prestataires, les fournisseurs, les alternants, et cetera, avec des caractéristiques, qui leur sont propres et forcément des droits, des accès, personnalisés en fonction, de ces types de personnes. Hem, donc pour avancer, je vais donc vous montrer cela en image, avec le produit Systentia, Identity, dans sa version 7, hein, qui est, la version, courante. Donc, je vais m'authentifier en premier lieu sur, la console d'administration, du produit. Cette console, s'adapte, hein, aussi en fonction de la personne qui se connecte. Elle va donner accès en premier lieu à un certain nombre de statistiques, hein, d'utilisation, pour qu'on puisse voir à tout moment, les référentiels configurés, le nombre de personnes qui n'ont pas d'application, référencée, bien que l'identité soit créée, les utilisateurs sans login, les utilisateurs inactifs et cetera. Donc tout ça se personnalise. Et l'idée, c'est de retrouver un annuaire d'identité qui va être, personnalisable. Encore une fois, l'ensemble du produit se personnalise. On va, pouvoir définir, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire des types de personnes, adaptés en fonction, du métier, que vous avez. On va retrouver ici, des fiches personnes qui vont donner l'exhaustivité des attributs provenant des sources d'alimentation amont, hein, ces fameuses sources autoritaires et de l'autre côté, si je puis dire, les habilitations auxquelles la personne a le droit et les droits effectifs dans les systèmes d'information. Concrètement, mettons-nous dans le cas, de, l'arrivée d'une nouvelle personne, dans votre organisation. Donc pour cela, il y a plusieurs façons de procéder, hein, généralement, le SIRH est connecté au méta-annuaire, Identity. Il va s'exécuter minimum une fois par jour, la nuit par exemple, pour synchroniser, la base RH avec, Systentia, donc Cyber Identity. Mais on peut également, choisir de créer des personnes directement depuis l'interface pour des types de personnes particuliers, comme par exemple des externes. Chose que je vais faire ici, en, créant une nouvelle personne qui arrive, aujourd'hui, par exemple, un externe dont j'ai besoin de lui créer une fiche, personne pour lui
donner un certain nombre, de droits. Donc toujours dans une logique d'efficacité, hein, je renseigne ces attributs, donc tous les attributs sont personnalisables également, hein. Ici, ce sont des données d'exemple. Je vais mettre mon prénom, mon nom, pardon, quelque chose de classique, voilà. Un nom, un prénom, c'est des informations obligatoires. Une date d'arrivée, cette fameuse date d'arrivée à laquelle les droits vont être activés. On va prendre la date d'aujourd'hui. Une date de départ, hein, c'est aussi bien de fixer, la date de fin, de mission de cet externe pour que justement, les droits soient désactivés. Un métier, ici, on va prendre quelque chose d'un peu neutre, hein, qui est présent dans à peu près, toutes les organisations, représentées aujourd'hui, donc un comptable. On en a besoin, cette fin d'année, par exemple. Un grade, heu, par exemple, donc les grades, hein, sont des types d'attributs, particuliers, ce qu'on appelle des énumérés. Donc ce sont les attributs qui concernent votre contexte. Ici, j'ai mis quelque chose de neutre, hein, avec des simples numéros, mais vous adaptez, évidemment, les attributs qui représentent, en fait, votre activité. On va mettre également un responsable évidemment à cette nouvelle personne, de façon à ce que le responsable soit, informé par exemple automatiquement de l'arrivée, de cette personne. A priori, il est au courant, hein, mais c'est bien aussi qu'il soit, prévenu lorsque les comptes sont provisionnés, lorsque les comptes sont déprovisionnés, lorsqu'il y a un mouvement, hem, et cetera. Le lieu de travail, hein, évidemment, on va aussi, indiquer le lieu de travail. Ça aura un impact potentiellement, sur l'attribution de certains droits. On le verra, on l'a effleuré tout à l'heure, hein, cette fameuse notion de Orbach. Et puis, un type d'affectation, l'affectation pouvant être, on l'a dit, hein, de façon, géographique, hein. On affecte la personne à une structure, à une ville, à un établissement, mais aussi potentiellement à un pôle, qui peut être transverse à différents sites. Donc en fait, vous allez ici importer vos propres structures hiérarchiques, dans le produit. Une fois que les caractéristiques sont correctes, eh bien on peut, valider, et on va avoir la création d'une fiche personne et derrière, un calcul qui va s'opérer avec un certain nombre d'habilitations qui vont être affectées à cette personne. C'est, la première chose que l'on peut voir ici, c'est le statut de la personne. Ici, on a donné des attributs qui sont corrects, que vous paramétrez aussi, de façon à, vérifier si cette personne est effectivement autorisée, non autorisée, en dehors de date d'activité. Et automatiquement, la personne va obtenir un certain nombre de rôles et d'habilitations, qui sont propres à son métier, parce que derrière, on a un modèle, qui affecte un certain nombre d'habilitations en fonction, d'attributs. Donc ça, c'est le b.a-ba et derrière donc ça, c'est la partie théorique, hein, que j'indiquais tout à l'heure. Donc théoriquement, cette personne a besoin d'un compte AD avec un certain nombre d'habilitations sur ce référentiel-là et dans le réel, on peut voir les comptes qui ont été créés, provisionnés automatiquement, avec une politique de droit qui est spécifique à ce que l'on a configuré ici, hein, le nom, point, le prénom. Et puis, une politique de mot de passe également que vous définissez, que vous personnalisez en fonction, de la stratégie que vous avez et des contraintes que vous vous êtes imposées. Et ici, ce qui est important, c'est qu'on retrouve l'état du droit, cette fameuse remontée de statut. Est-ce que effectivement le compte a bien été provisionné? Ici, la réponse est oui, puisqu'on a, pas d'écart, on a, la petite puce verte qui s'affiche. Si on va un petit peu, jeter un œil sur, l'Active Directory, ici j'actualise et je vais retrouver, alors je l'ai appelé Meyer, je vais retrouver, mon utilisateur avec son compte AD qui a été créé et un certain nombre, de groupes d'appartenance, qui correspondent en fait à ces habilitations. Donc c'est un premier exemple de création automatique de personnes avec les droits minimums pour travailler, en tant qu'externe. Je retourne sur la présentation pour poursuivre. Donc ces droits, hein, s'articulent autour d'un modèle. Le modèle, en fait, on en a plusieurs, hein, dans
dans la nature, hein, sur le marché en fait, vous allez retrouver les traditionnels ABAC, AIRBAC, qui se basent essentiellement sur des attributs de personnes. Donc, en fonction de certaines caractéristiques, j'obtiens un certain nombre de droits. Avec Systentia Identity, on a, intégré un modèle, qui ajoute une notion de contexte et d'organisation à cette, gestion de droits, de façon à ce que les règles d'habilitation ne soient pas seulement exprimées par rapport à un code métier, à un grade, à des attributs spécifiques, mais également au rattachement à une organisation. Parce que, techniquement, une personne rattachée à une direction particulière, sur un site particulier, n'a pas tout à fait, la même façon de travailler sur un autre site, sur un autre service, mais pour autant, il a le même code métier, il a les mêmes attributs, les mêmes grades. Heu, donc si on veut un peu différencier les choses, avec un modèle classique, que peuvent proposer, le marché comme, le modèle ABAC et là, vous allez être obligé de dériver votre rôle ou votre habilitation. Ici, on va simplement affecter les droits, à des structures qui sont propres aux personnes. De la même façon, on va pouvoir activer un héritage de droit, de façon à ce que si on positionne, un droit sur une structure, hiérarchique donnée, l'ensemble des structures, des sous-structures plutôt, bénéficient également, du même droit, avec des exceptions possibles, configurables. Donc cette gestion des droits, pareil, voyons un peu en image, comment cela fonctionne derrière. Au niveau, des droits, donc on va retrouver ici la gestion des règles d'habilitation avec un certain nombre de droits, déjà, enfin d'habilitation pardon, de règles d'habilitation déjà, effectives. Si on essaie d'en ajouter une, par exemple, l'accès à un ERP, pour, faire des achats, mettons. Vous allez pouvoir définir une nouvelle règle d'habilitation avec, plusieurs éléments, classiques, de date, hein, de propriétaire, de contexte, ça j'y reviendrai. Mais surtout, vous allez, donner un certain nombre de critères avec des, filtres et ou pour choisir qui va effectivement obtenir ces droits, sur votre système. Donc vous allez ici, par exemple, déjà indiquer, quel type de personne va bénéficier de cette nouvelle règle d'habilitation. Donc là, on va prendre, les types de personnes externes, hein, donc typiquement la personne que l'on a créée juste avant, donc les externes. Et on va, comme ça, construire notre règle d'habitation en, jouant sur des règles et des critères de filtres. Donc ces filtres, hein, je disais, peuvent être sur des structures, hein, pour affecter cette, règle à une structure donnée, et donc aux sous-structures qui qui concernent donc la hiérarchie du groupe. Sur certains attributs aussi, hein, si je prends par exemple, un code métier externe, je vais choisir tous les comptables, de mon organisation. Donc là, typiquement, j'ai toutes les personnes externes qui ont un code métier, comptable, et un code métier, enfin un grade, mettons à 3, hein, que j'ai saisi tout à l'heure. Si je regarde un petit peu, cela, je vais donner ces critères-là à un rôle, précis. Par exemple, le rôle standard que j'avais tout à l'heure, heu, ou le rôle administrateur, peu importe, c'est un exemple. Ici, je choisis l'habitation qui va correspondre, donc j'accède à mon ERP. Si je valide, l'idée ce sera ici de voir, les impacts en fait, donc les personnes qui vont obtenir, le droit en fonction des critères que j'ai, listés ici. Et à l'inverse, les personnes qui pourraient perdre un droit en fonction des critères également que j'ai sélectionnés ici, avec cette nouvelle règle d'habilitation. Donc voilà, en fait, vous allez construire votre modèle de cette façon-là. Si je prends une autre règle déjà écrite, hein, ici, vous avez, la liste des personnes, exhaustive, hein, qui, sont concernées par cette règle d'habilitation, avec l'état également, de la personne,
pour vraiment que vous ayez la vision de qui accède à quoi à n'importe quel moment. Donc, autour de ces règles, on va pouvoir construire des rapports également, de façon à, envoyer ces rapports, par exemple, une fois par semaine et voir les mouvements, qui peuvent s'opérer sur le système. Je reprends le rythme, avec la partie, présentation. Donc, on a, également dans, Scientia Identity, une notion, de rôle, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, un des autres enjeux, de l'IAM, ça va être aussi de gérer des personnes qui ont potentiellement plusieurs identités et besoin en fait de privilèges différents, sur, des applications ou sur des établissements. Le risque principal de tout cela, c'est de donner des droits excessifs à certains collaborateurs. Typiquement, de se mettre avec un compte avec des droits suffisants, et beaucoup plus importants pour réaliser des tâches qui ne nécessitent pas ce niveau de privilège. Parce qu'on n'avait pas forcément, le temps de le faire, parce qu'on n'a pas cette automatisation ou parce que tout simplement on fait des tâches manuelles et pris par le temps, on donne le droit le plus élevé pour réaliser des tâches et parfois trop élevées. Donc voilà, typiquement l'administrateur SI, d'un système d'information donc a généralement au moins 2 comptes. Un compte, d'administration et un compte d'utilisateur et en fait, c'est bien qu'ils puissent se connecter sur sur l'applicatif avec le bon compte et de façon automatique. Donc pour cela, on a, dans Identity, cette gestion, de contexte, et d'évolution, au niveau des habilitations. Donc on va déjà cloisonner la gestion des identités, hein, permettre notamment à un collaborateur d'avoir plusieurs identités numériques. Mais on va rassembler ces identités numériques dans une fiche personne qui sera unique, hein, pour faciliter l'accès à l'information. On va gérer finement ces habitations en tenant compte, justement de l'appartenance à une structure. Encore une fois, c'est une façon aussi de filtrer, les bons droits en fonction de la structure d'appartenance. On va aussi pouvoir réconcilier ces identités, et non pas fusionner les identités, hein, mais bien réconcilier ces identités pour rattacher à une seule personne physique, plusieurs identités numériques et ajouter une notion de rôle, dans ces identités-là. Donc c'est ce que je vais vous montrer avec, donc la personne, que j'ai créée juste, avant. Hem, donc ici, on retrouve, la personne donc, Vincent Mayer qui possède déjà un ensemble de droits, et d'habilitation sur le système avec un rôle standard, sur le système d'information. Ici, on va pouvoir ajouter un autre rôle qui serait par exemple un rôle administrateur, avec donc plusieurs, autres, droits qui vont, en découler et notamment aussi la création d'un compte qui sera spécifique, à son rôle d'administrateur. Donc là, on va bien voir que ici cette personne possède une seule identité numérique, une seule fiche personne, mais plusieurs comptes dans le réel. Ici, sur le référentiel AD, donc sur l'Active Directory, cette personne a un login de type standard, avec une identité, numérique qui lui est propre et les droits, provisionnés qui lui sont propres et également un rôle administrateur avec, une politique de mot de passe et de login qui est différente et donc, des droits qui lui seront également différents. Ce qu'on peut constater ici, c'est que, il y a un petit écart avec le provisioning parce que le connecteur de provisioning, vers l'Active Directory n'est pas encore passé. On peut le forcer, on peut le jouer une fois par jour, on peut le faire en quasi temps réel à la création ou l'ajout d'un nouveau rôle. Ici, c'est pas le choix que j'avais fait pour, justement montrer cette différence-là. Donc ça, c'est la première façon de donner, de gérer ce mono-compte et mais avec, enfin cette identité, unique et multi-compte et après on a l'autre, aspect, juste de repasser sur ma présentation.
On a le 3e cas, c'est, le cas où un utilisateur a cette fois besoin d'une identité, spécifique, parce qu'elle doit respecter un certain nombre de contraintes, de directives et de réglementations. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Le risque, c'est l'usurpation d'identité. Ça, c'est le premier des risques. Si on a des droits excessifs, les malveillants vont d'abord cibler, les identités multiples avec les droits, les plus importants. Hem, on a l'autre problème de traçabilité, hein, d'incapacité à justifier certaines actions si forcément, les actions sont réalisées avec le plus haut niveau de privilège et de droit d'accès. Et puis bien sûr la non-conformité, aux réglementations, si, on se met dans ce cas-là. Donc pour assurer cette conformité réglementaire, Identity prévoit de réaliser des campagnes de certification de droit. Donc vous allez mener ces campagnes une fois par an, une fois par trimestre, selon, votre périodicité, pour s'assurer que les droits sont nécessaires et suffisants pour une personne. On peut le faire unitairement sur une fiche personne, mais on peut le faire au niveau de campagnes, menées, globalement, de façon à exclure les rôles ou les privilèges qui sont incompatibles entre eux aussi, grâce à une fonction de segregation of duty, donc la SOD, qui va donner un poids et une priorité à certains droits plutôt qu'à d'autres, pour empêcher par exemple, qu'un fournisseur, puisse créer, des factures, sur ce même fournisseur. Voilà, c'est un exemple de compatibilité de droits, enfin de droits incompatibles justement, dans l'objectif d'auditer, surveiller tout ce qui a pu être fait sur une identité ou par le produit lui-même. Donc pour ça, on a ces audits, détaillés, ces rapports aussi qui peuvent être généralisés, enfin standards ou personnalisés. Donc, si je reviens sur la démonstration, la partie audit, en fait, se retrouve ici, directement dans la fiche personne. Donc on va retrouver les audits propres à chaque, identité numérique, où on va retrouver, les actions réalisées par une personne. Donc là, c'est une nouvelle personne, donc elle n'a pas encore, fait grand chose sur le système. Mais par contre, un certain nombre d'actions qui le concernent ont été réalisées, parce qu'on a associé des comptes théoriques, parce qu'on a, provisionné des droits, parce que, on a ajouté un nouveau rôle et cetera. Ces audits sont aussi globaux, hein, et peuvent être, comme je disais avant, source de rapports personnalisés. Si je reviens sur la liste des identités, on va retrouver des personnes qui ont potentiellement plusieurs identités. Donc, alors j'en avais un autre, pour gagner un peu de temps, qui est, dans ce cas-là où on a, par exemple, cette personne qui a plusieurs comptes. Elle est présente sur le système d'information en tant qu'employée, mais elle est aussi présente en tant qu'externe. Le cas, hein, qui peut se produire et qui doit se produire aussi chez vous, c'est potentiellement un externe, dans un établissement, mais qui est aussi employé dans un autre établissement ou qui est passé de externe à interne parce qu'il a été tout simplement embauché. Donc potentiellement, il a un certain nombre de droits sur le système d'information, qui ne sont pas les mêmes en fonction du profil avec lequel il est, connecté, notamment sur les systèmes. Ici, on peut voir que, l'employé, Clément Morel possède un certain nombre d'éléments d'identité, un contrat avec, un CDI par exemple, heu et il est également présent en tant qu'externe avec d'autres caractéristiques et potentiellement un autre responsable, un autre lieu de travail, mais surtout des rôles qui sont différents sur le système d'information. Ici, l'externe, Clément Morel n'a que un rôle standard sur le système d'information, alors qu'avec son matricule en tant qu'employé et ses comptes en tant qu'employé, il possède aussi, des habilitations en tant qu'administrateur. Donc vous allez pouvoir comme ça avoir des identités qui ont, des personnes qui ont plusieurs identités et aussi des droits, différents sur le système d'information avec le profil avec lequel ils se connectent. C'est encore plus visible ici avec la partie compte puisqu'on retrouve le compte, AD de la personne, les 2 comptes en fait en fonction, de l'identité qui le concerne. Et tout cela est évidemment tracé. Voilà.
En synthèse, de ce qu'on a pu voir, ce matin, Identity, c'est bien une solution, d'IAM et d'IGA en plus particulièrement, hein, donc de gestion d'identité et d'habilitation. L'idée étant de gérer en premier lieu de manière rigoureuse les arrivées, les mutations, les départs de collaborateurs. Dans cette démonstration, je vous ai surtout montré, la partie arrivée de personnes, mais le départ de personnes, c'est exactement la même chose, à ceci près que, lorsque un contrat arrive à échéance, lorsqu'une date de fin est échue, et bien l'ensemble des droits vont être déprovisionnés. Donc les petites pastilles vertes vont passer au rouge et derrière, les comptes vont être soit supprimés, soit désactivés, soit mis dans un statut qui est cohérent en fonction du référentiel, cible. On va gérer, des cas de situation métier plutôt complexes, le cas des multi-identités, les contextes de crise également, qui peuvent avoir lieu, les réconciliations d'identité, hein, puisque, on arrive, en général sur un système d'information qui n'est pas une page blanche avec un système déjà en place et des cas déjà en place donc on se doit de s'y référencer et de les intégrer. Et puis, encore une fois, garantir l'attribution du bon droit à la bonne personne, c'est la baseline et c'est ce que l'on s'oblige à réaliser avec un outil d'IGA. Un petit mot, sur, le mode de déploiement, d'Identity. Donc il y a 2 composants, le composant, Identity Server, hein, qui est, celui qui permet de gérer l'ensemble de ce qu'on a pu voir ce matin et le moteur de provisioning puisqu'on s'appuie sur un moteur de provisioning, made in Systentia, hein, on ne s'appuie pas sur une solution tiers. Ces connecteurs de provisioning sont configurés sur des protocoles standards, en premier lieu des API, hein, sur lesquels on se branche, mais également, sur d'autres protocoles, ou d'autres standards comme, l'LDAP, le SQL, le CSV pour les fichiers plats, que ce soit pour l'alimentation, du produit en amont ou pour l'alimentation en aval, vers, les cibles, donc les applicatifs. Un des avantages, de Systentia, c'est également que notre solution est une solution d'IAM complète qui embarque donc la partie IGA qu'on a vue, ce matin, en tout cas quelques briques que l'on a vues ce matin avec, Identity, mais on a également la partie CyberElement Access qui permet des connexions automatiques aux applications grâce à l'injection de crédentials. On le sent, hein, si on ajoute, des comptes différents avec des politiques de mots de passe, de politiques de comptes différents, on va avoir vite beaucoup de comptes à gérer. Donc le SSO, hein, c'est bien de ça dont on parle, permet aussi d'ajouter du confort aussi à l'utilisateur, mais aussi de la sécurité avec de l'authentification par carte, par exemple. Et puis on n'oublie pas la partie fédération, donc Cyberland Fédération qui permet aussi, donc de gérer la fédération d'identité, en partant de moteurs de synchronisation vers, le provisioning, de comptes utilisateurs.